Dans cette conférence, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent du premier mystère cosmique et de la raison pour laquelle nous sommes des esprits limités utilisant un corps physique. Bernard explique que les questions sur la vie et son origine sont issues de notre esprit limité et de notre incapacité à explorer pleinement nos plans spirituels. Si notre esprit était totalement immergé dans notre mental, nous n'aurions pas ces questions car nous aurions une conscience supramentale et totale. De notre esprit. La limitation de notre esprit à se manifester à travers un cerveau matériel crée une ambiguïté et une limitation dans notre compréhension de l'infini de notre esprit. Si nous étions totalement conscients de notre esprit, il n'y aurait pas de questions, seulement des réponses. Les mystères existent parce que nous sommes naïfs et limités dans notre exploration. Cependant, l'homme commence à prendre conscience de sa nature supramentale et de sa capacité à définir sa réalité. Mais il existe une illusion subtile dans la recherche de la réalité, car la réalité résulte du fait que notre esprit n'était pas totalement dans notre mental par le passé. Si notre esprit était totalement intégré, nous ne chercherions pas à comprendre la réalité puisque nous serions nous-mêmes réels. La condition humaine est colorée par cette recherche philosophique, psychologique et spirituelle, mais si nous éliminons la séparation entre notre cerveau et notre esprit, cette condition humaine cesse d'exister. Dans ce texte, l'auteur soulève le problème de l'homme qui ne cherche pas réellement à comprendre les choses, mais plutôt de manière spéculative. Il compare cette attitude à celle d'une personne cherchant dans l'obscurité avec une lampe de poche. Plutôt que de diriger la lampe vers le bruit pour trouver son origine, l'homme se perd dans différentes directions sans résultat, ce qui engendre de l'inquiétude. Pour être véritablement libre, l'homme doit se conformer à son intelligence. En développant son intuition et en la perfectionnant progressivement jusqu'à ce qu'elle devienne son intelligence et dépasse son intellect. Ainsi, l'homme pourra explorer les mystères de l'univers en dirigeant sa lampe de poche dans les directions qui l'intéressent, et les mystères cesseront d'exister car il sera conscient de leur origine. L'auteur attribue le manque de compréhension des mystères à l'inconscience de l'homme, ainsi qu'à une mauvaise éducation qui n'a pas favorisé une pensée créative. Cependant, l'homme de la fin du XXe siècle devrait être capable de devenir son propre centre d'énergie et sa propre source psychologique, libéré de l'influence de l'histoire des autres. Cela le rendra capable de manipuler l'esprit qui essaie de le manipuler, lui conférant une véritable liberté et la maîtrise de son esprit. Ce texte dénonce l'incapacité de l'homme à développer sa propre pensée et sa dépendance vis-à-vis des systèmes de pensée préexistants. Il remet en question l'idée selon laquelle la sagesse est encore pertinente pour l'individu et affirme que ce dernier a besoin de comprendre la véritable nature de la sagesse et d'acquérir un discernement critique. L'anarchie est présentée comme l'incapacité collective des hommes à supplanter les systèmes existants et comme une forme d'intellect forcené, dépourvu d'intelligence créative. L'auteur souligne que l'anarchie est souvent sanctionnée au niveau politique et économique, mais qu'elle fait partie du karma des gouvernements. Finalement, il affirme que l'anarchie ne peut être sanctionnée à aucun niveau, car elle est le résultat de l'inconscience d'un peuple. Les personnes conscientes ne pourront jamais appartenir à un mouvement anarchique, car elles sont individualisées et non individualistes. Elles cherchent l'harmonie et ne se laissent pas influencer par le chaos de l'anarchie. Il est mentionné l'exemple de Gurdjieff qui, pendant la révolution en Russie, a choisi de partir avec ses amis plutôt que de débattre des valeurs subjectives d'un groupe anarchiste. En ce qui concerne Pasteur, bien qu'il ait été considéré au départ comme un anarchiste scientifique, il est souligné qu'il ne l'était pas réellement. On explique que les grands scientifiques qui ont découvert quelque chose de nouveau ne sont souvent pas appréciés dans le domaine académique car ils ne suivent pas la voie tracée de la science. Les personnes qui ont quelque chose à offrir à l'humanité ne sont pas toujours reconnues de leur vivant, car elles dérangent ceux qui sont bien installés dans le système. En politique aussi, les individus puissants et dotés d'esprit sont souvent rejetés car ils dérangent. Finalement, il est souligné que ceux qui font réellement une différence sont ceux qui ont du caractère et de l'esprit, même s'ils sont critiqués et écrasés par les autres. En politique, il est crucial d'avoir de l'esprit pour être efficace, sinon on ne fait rien. C'est pour cela que je ne m'engage pas en politique, car je suis conscient de ne pas en avoir. Au Québec, nous avons la chance d'explorer publiquement la politique, l'économie et la science de manière créative. Si les Québécois sont capables de reconnaître l'esprit chez un individu et de soutenir ceux qui en ont, nous pourrions avoir un gouvernement extraordinaire. Cependant, il est souvent difficile d'identifier ces personnes et elles ne sont pas toujours présentes dans le paysage politique. Des individus dotés d'esprit se trouvent pourtant dans des domaines tels que l'université ou la chambre de commerce,
mais on préfère souvent choisir des personnes influentes ou riches. La personnalité ou l'apparence physique n'ont aucune importance, seul compte l'esprit. Si j'étais handicapé, par exemple, je parlerais à la télévision et les gens m'écouteraient avec étonnement. J'essaie de sensibiliser les Québécois à leur potentiel afin qu'ils puissent dépasser leur personnalité et faire une politique extraordinaire, servir de modèle pour d'autres. Nation. En ce qui concerne Castro et Che Guevara, bien qu'ils aient été considérés comme anarchistes et dangereux, ils avaient de l'esprit. Si les Américains avaient essayé de les comprendre et de s'engager avec eux, ils auraient évité des erreurs. Dans cet extrait, les intervenants discutent de la situation politique et sociale à Cuba dans les années 50, sous le régime de Batista. Ils soulignent la pauvreté extrême et la corruption des grandes entreprises sud-américaines. Ils estiment qu'au lieu d'adopter un mouvement communiste, Cuba aurait pu opter pour un modèle socialiste, similaire à celui de la Suède. Cependant, ils critiquent également la tendance de l'Occident à attendre la dernière minute pour agir face aux problèmes sociaux et politiques. Ils mentionnent des mouvements comme le FLQ au Québec et soulignent que les gouvernements sont souvent réactifs plutôt que proactifs. Les intervenants pointent également du doigt le manque de courage et de vision profonde de l'homme pour instaurer des changements significatifs dans le monde. Ils affirment que les centres intellectuels, les universités, négligeant l'esprit au profit de l'intellect, laissant ainsi les êtres humains vidés. Ils concluent en soulignant l'incapacité de l'homme à agir politiquement et à rassembler les forces de l'esprit pour répondre aux enjeux mondiaux. Ils appellent à ne pas se laisser influencer par la Russie et à ouvrir les yeux sur les mouvements antinucléaires et leurs véritables motivations. Ils notent que peu de grands politiciens comprennent l'essentiel et ceux qui le font sont souvent réprimés ou contraints de se cacher. Ainsi, ils reviennent au thème de la soirée, qui est vraisemblablement la question de l'essence de l'homme et de sa capacité à influencer positivement le monde. L'esprit descend dans la matière humaine pour vivre des expériences et se perfectionner. L'être humain est le réceptacle idéal pour cette énergie spirituelle. Cependant, tant que l'esprit n'est pas libéré de la mémoire et des lois de réincarnation, il n'a pas de pouvoir sur la terre. L'âme, en revanche, assimile des expériences pendant des siècles, tandis que l'homme doit équilibrer les énergies positives et négatives. L'objectif de l'incarnation de l'esprit est d'harmoniser les différents plans du cosmos et de créer une nouvelle réalité de la création. L'esprit vise également à libérer l'homme des contraintes historiques et culturelles et à lui permettre d'utiliser son énergie spirituelle dans la matière. Cela permettrait à l'homme de se libérer des cycles d'incarnation et d'évoluer rapidement. Les esprits brillants de l'histoire ont contribué à l'intelligence de l'homme, mais leur science a souvent été utilisée par des esprits moins clairs. L'objectif ultime est donc d'amener l'homme à la lumière de l'esprit et de créer une réalité basée sur la clarté et la lucidité. Dans cet extrait d'une conversation, il est question du pouvoir de l'esprit et de sa relation avec l'humain. Il est expliqué que l'esprit donne à l'homme le pouvoir, mais il faut que l'homme soit en harmonie avec l'esprit pour que ce pouvoir puisse être utilisé de manière bénéfique. L'esprit ne peut pas enlever la peur présente chez l'homme, car il est lié à sa mémoire et à ses conditionnements. Il est également souligné que le processus de libération de l'esprit se fait progressivement à travers l'évolution. L'esprit entre en résonance avec des individus favorisés par la présence d'un être éveillé, comme le nazaréen, qui servent de support vibratoire. Cependant, aujourd'hui, chacun peut recevoir l'énergie de l'esprit indépendamment de sa position géographique ou de l'aide d'autres personnes, mais cela demande une ouverture et une disposition d'esprit particulière. Enfin, concernant les conditions de vie sur Terre, il est expliqué que l'esprit dans sa descente n'est pas complet à cause de l'accumulation de mémoire. L'homme est influencé par cette mémoire et cela crée des limitations dans sa relation avec l'esprit. Ainsi, la purification de l'esprit et l'amélioration des conditions humaines nécessitent une transmutation de cette mémoire. Dans cette discussion, Bernard de Montréal exprime sa frustration face à l'attachement excessif à la mémoire et à la forme. Il compare notre manière de fonctionner à celle des vieilles femmes qui tricotent continuellement de nouveaux chandails, mais qui restent toujours dans le même cadre de référence. Il affirme que tant que nous sommes attachés aux formes et à la mémoire, nous ne pourrons pas créer de nouvelles connaissances et resterons pris dans le passé. Il souligne que nous ne sommes pas encore de véritables êtres humains, mais plutôt des animaux intelligents, car nous avons encore beaucoup de problèmes. Lorsque Richard Glenn mentionne que la mémoire est essentielle à la biologie et à la reproduction, Bernard de Montréal reconnaît son importance, mais précise qu'il critique plutôt notre attachement à une mémoire obsolète. Il
suggère que l'homme doit être capable de lâcher les formes et les mémoires qui ne lui servent plus, afin de développer une mémoire créative qui favorise une plus grande capacité créative. Il fait remarquer que si nous sommes coincés avec les idées du passé, nous ne pourrons pas comprendre les mystères de l'existence. Il souligne également que par le passé, certaines personnes avaient une connaissance avancée des événements, mais elles ne pouvaient pas s'exprimer librement en raison des restrictions sociales et professionnelles de l'époque. Dans ce discours, Bernard de Montréal explique l'importance de faire un clé à nuque dans notre mémoire. Il mentionne qu'il est essentiel d'apprendre à filtrer les informations que nous recevons afin de conserver ce qui a du sens et de rejeter ce qui n'en a pas. Il encourage les individus à rencontrer différentes personnes et à lire divers livres pour développer leur esprit critique et leur capacité à discerner ce qui est pertinent. Il souligne que lorsque quelqu'un remet en question les idées préconçues et brise les normes établies, il est souvent considéré comme dangereux ou perturbateur. Cependant, il estime que cela ne concerne pas la partie intellectuelle de la société, mais plutôt les fondements et les structures sur lesquelles elle repose. Bernard de Montréal affirme également que l'esprit ne peut pas être détruit, mais qu'il peut être transformé. Il soutient que l'esprit passe à travers les personnes qui sont connectées à lui. Et que, par conséquent, il y aura toujours des individus qui émergeront avec de nouvelles perspectives, même s'ils s'expriment différemment. En réponse à une question sur la cosmogonie d'Urantia, Bernard de Montréal déclare qu'il ne peut pas en faire l'apologie publiquement car il la regarde avec son propre esprit. Il suggère que si la cosmogonie d'Urantia est véritablement intelligente, elle sera en mesure de se défendre elle-même. Cependant, il est également ouvert à la possibilité qu'un esprit puisse remettre en question ou clarifier certains aspects de cette cosmogonie à l'avenir. En conclusion, Bernard de Montréal explique que l'esprit est l'énergie consciente et organisée présente dans tous les absolus. Il souligne que l'intelligence ne se limite pas à l'intellect, mais est plutôt une organisation consciente de la conscience atomique à l'échelle mondiale et universelle. L'intelligence est différente de l'intellect. L'intellect est une manifestation subjective et inférieure de l'intelligence. L'intelligence est une énergie qui intègre le phénomène de l'intelligence dans le mouvement de l'énergie. Plus l'esprit s'ajuste, plus l'organisation de la matière selon la volonté devient puissante. Il est temps de se débarrasser de l'intellect et de nettoyer notre mémoire afin de pouvoir évoluer. La différence entre l'esprit et l'intellect est subtile. L'esprit est intelligent d'une manière différente, il émet une lumière même sans avoir une grande mémoire académique. La spiritualité est une manipulation astrale contre l'homme et appartient au passé. Dans le nouvel âge, l'homme doit entrer dans son intelligence et se débarrasser de tout cela. La spiritualité est une forme de théâtre qui a causé des guerres et doit cesser. Il est temps de mettre fin à l'involution et de se tourner vers l'intelligence. Bernard de Montréal discute du phénomène des rencontres extraterrestres où des individus sont enlevés par des êtres venus d'ailleurs. Il suggère que ces individus sont ensuite programmés par les extraterrestres pour raconter des histoires spécifiques. Il souligne que l'homme doit être capable de faire face à ces expériences et de communiquer avec les extraterrestres sans se laisser manipuler. Selon lui, le véritable mystère réside dans notre existence en tant qu'être humain, programmé à la fois biologiquement et intellectuellement par des entités immatérielles. Il estime que la quête de la connaissance de cette réalité invisible est l'un des grands objectifs de la vie sur Terre et que cette découverte transformative permettra à l'homme de se libérer des influences extérieures et de se développer dans une nouvelle voie d'évolution. Le but de la vie humaine sur Terre est de devenir scientifique à tous les niveaux. Cela signifie que l'être humain doit évoluer afin de se connaître lui-même et de comprendre la réalité interne de sa conscience. Il doit également être capable d'absorber les chocs créés par la mémoire et de fusionner avec son esprit. Ce processus de prise de conscience permet à l'homme de vivre une réalité plus extrasensorielle et de contrôler sa vie grâce à son esprit. L'homme doit réaliser qu'il est plus qu'un simple corps physique, mais aussi une entité lumineuse qui est capable de vivre des expériences multidimensionnelles. Pour atteindre cette évolution, l'âme doit être transmutée et l'individu doit se rendre compte que tout ce qui s'est passé dans le passé a servi à l'involution de l'humanité. Finalement, il doit entrer dans l'éther pour découvrir la vraie vie. Selon l'auteur, l'expérience collective de l'histoire de l'humanité est merveilleuse, mais un jour il est nécessaire de passer à l'expérience individuelle de l'esprit pour évoluer. Cependant, cette évolution ne peut se faire que lorsque l'esprit se connecte à l'ego. L'auteur critique ceux qui prétendent avoir des expériences spirituelles sans les avoir réellement vécues. Il souligne l'importance de l'intelligence individuelle et de la
capacité à fonctionner en relation avec la société de manière intelligente. L'auteur aborde ensuite les lois de l'incarnation, faisant la distinction entre l'incarnation et la réincarnation. Selon lui, l'incarnation est un privilège pour l'esprit car cela lui donne accès à des expériences dans les plans les plus bas du cosmos. En revanche, la réincarnation devient fatigante car l'esprit accumule trop de mémoire et perd peu à peu son pouvoir. La réincarnation est donc un recyclage nécessaire pour que l'esprit devienne plus mûr. En conclusion, l'auteur souligne l'importance de l'évolution individuelle de l'esprit pour se connecter à l'intelligence et sortir de la réincarnation. Selon les enseignements de Bernard de Montréal, l'incarnation dans un corps physique est un privilège accordé à l'esprit pour évoluer et se développer. Au cours de ces incarnations, l'esprit traverse différentes expériences de mémoire, à la fois positives et négatives, afin de les neutraliser. Pour cela, l'esprit se construit progressivement un corps mental, émotionnel, vital et physique sain et solide. Lorsque l'esprit est prêt à transcender sa mémoire et à élever sa conscience, il peut former un nouveau corps de lumière, appelé transport séraphique, qui lui permet d'accéder à des domaines réservés à l'esprit. L'infirmité physique peut être le reflet d'un karma antérieur, mais l'important pour l'esprit est de comprendre la relation entre sa mémoire et son intelligence réelle afin de neutraliser complètement son karma et éventuellement parvenir à la fusion. Certaines lois régissent l'incarnation, comme le respect du temps approprié, pour éviter les blocages, ainsi que des problèmes de surveillance liés à la surpopulation spirituelle et à la distraction causée par le bruit et la souffrance dans les sphères. Dans cette synthèse, il est expliqué que les esprits chargés de superviser les incarnations peuvent être distraits, ce qui entraîne parfois des erreurs. Une des lois de l'incarnation est la gestion du temps, certaines âmes s'incarnant trop rapidement, ce qui peut entraîner des problèmes tels que l'homosexualité. Une autre loi de l'incarnation est que ce privilège n'est pas accordé à tous les esprits, certains étant obligés de s'incarner sur d'autres planètes. Cependant, si un esprit est suffisamment déterminé à s'incarner sur une certaine planète, il y parviendra. Les esprits eux-mêmes composent le temps, le mental, l'émotionnel et les corps dont ils auront besoin lors de leur incarnation. L'incarnation permet à l'esprit de se mesurer lui-même et chaque planète offre des conditions de vie différentes. La Terre est une planète expérimentale importante pour les esprits, car l'humanité n'a pas encore atteint le stade du retour à la lumière. Les esprits qui veulent s'incarner doivent être mandatés et bien connaître la civilisation et les conditions de l'humanité, afin de pouvoir éduquer l'homme lors de leur incarnation. Dans cette discussion, il est expliqué que les êtres ascendants se réincarnent pour apprendre et développer une grande mémoire de l'humanité, tandis que les êtres descendants s'incarnent pour transmettre un enseignement sur une planète. Les êtres descendants n'ont rien à apprendre sur une planète, ils donnent leur enseignement. Pendant l'involution, l'âme se réincarne, mais pas l'esprit, qui cherche à fusionner avec l'homme. Pour cela, il doit se défaire de la mémoire de l'âme afin de vivre la connexion avec l'homme et le transformer. Une fois qu'un double est construit, l'homme peut entrer dans le paradis terrestre et travailler dans ce monde éthérique. L'origine des humains qui se réincarnent est liée à une mutation entre des intelligences venant d'autres parties du système et des humanoïdes terrestres. Chez les animaux, comme les chiens, c'est le phénomène de l'expérience qui leur donne une forme d'intelligence basée sur la mémoire, tandis que chez les êtres humains, c'est la présence de l'esprit qui les différencie. Le dialogue porte sur la composition psychologique de l'homme et l'évolution de son esprit. L'âme est décrite comme la mémoire de l'être, présente chez tous les êtres vivants, mais on considère qu'elle se développe davantage chez les animaux évolués tels que les chiens. L'âme est également présente chez les végétaux et les minéraux, mais elle se manifeste de manière différente selon le stade d'évolution de l'être. La domestication des animaux est perçue comme un moyen d'aider les animaux à développer leur âme. L'homme, quant à lui, a la capacité de transcender son corps physique et d'accéder à un niveau de conscience plus élevé, appelé le corps morontiel ou le corps de lumière. Le voyage astral est décrit comme une projection dans le corps astral de l'homme, qui est considéré comme le corps animal de l'être. Cependant, au fur et à mesure de son évolution, l'homme utilise de plus en plus son corps mental comme véhicule pour accéder à une conscience plus élevée. L'âme et le corps astral sont présentés comme étant liés, voire identiques. En ce qui concerne le voyage astral, il est considéré comme limité et ne mène nulle part. Enfin, il est suggéré qu'une autre âme pourrait éventuellement prendre possession d'un corps physique abandonné pendant un voyage astral, afin de vivre des expériences au niveau de son âme. Dans cette discussion ésotérique,
il est évoqué le fait que l'ego fascine la magie et que l'homme aime s'amuser avec les forces de l'âme. Cependant, lorsque l'on va trop loin dans cette exploration de l'ego, on risque de perdre la raison et de se retrouver prisonnier de la mémoire de l'âme. Par exemple, si l'on avait été un pharaon dans une vie antérieure, toute cette mémoire pharaonique pourrait nous empêcher d'évoluer et de nous libérer de l'astral. Il est souligné que plus l'homme se conscientise, plus il entre dans le mental supérieur et perd les attributs que lui donnait la conscience astrale. C'est ainsi que la fusion entre l'esprit et le mental humain se produit, et que l'astral perd son pouvoir sur le mental. Selon l'un des intervenants, nous vivons à l'époque actuelle une période de transmigration des âmes de l'époque de l'Atlantide, ce qui transforme la société à travers des phénomènes tels que le dédoublement provoqué par la drogue chez les jeunes. Il est également mentionné que certains Atlantes s'ignorent et attendent la fusion avec l'éthérique. Cependant, pour atteindre cette fusion, il est nécessaire de vivre la transmutation du corps astral. La fusion implique le perfectionnement de l'intelligence en relation avec un nouveau taux vibratoire imposé par l'esprit. Plus le mental est fort, plus l'esprit peut changer le taux vibratoire du cristal, jusqu'à ce que la limite de l'individu soit atteinte. Lorsque l'on parvient à ce stade de fusion, on se rapproche de l'expérience décrite par le pape Jean Xi comme étant la fin du cycle. Dans cette conversation, il est mentionné que le pape a dit que Jean et Michel Archange seront un sur Terre, ce qui signifie que les esprits fusionneront complètement à la fin du cycle. Cela implique que chaque personne aura la capacité de fusionner avec les autres selon sa capacité émotionnelle et mentale, en mettant de côté la mémoire. La mémoire est considérée comme une forme de sécurité, mais elle peut aussi limiter notre compréhension et notre évolution spirituelle. Les intellectuels ont du mal à comprendre l'ésotérisme, car cela va au-delà de leurs connaissances habituelles. Les sociétés secrètes sont souvent ésotériques car elles abordent des sujets que la plupart des gens ne comprennent pas. Le Québec est mentionné comme une province privilégiée où les sciences occultes commencent à être enseignées. Cependant, il est souligné qu'il faut être préparé et prudent lorsqu'on aborde l'ésotérisme et l'occultisme. Le Christ est considéré comme un initié descendant, mais il n'est pas réincarné. Il a ouvert les circuits universels grâce à la puissance de son esprit. C'est ainsi la communication entre les êtres humains et les plans supérieurs. Cela est considéré comme son plus grand don à l'humanité. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que le véritable travail occulte du Nazaréen était d'ouvrir les circuits universels pour permettre aux gens de communiquer avec les sphères et de comprendre les mystères. Il précise que lorsqu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi », il était en connexion avec son esprit, qui a créé l'Église catholique à travers les siècles. Il souligne cependant que la présence réelle de Jésus n'est pas nécessairement dans l'hostie ou le vin consacré, mais plutôt dans le symbole et le rituel spirituel qui sont importants pour ceux qui ont la foi. Bernard affirme également qu'il est important de respecter les idées et les opinions des autres, car ce que l'homme a cru dans le passé faisait partie des plans d'évolution de la Terre, orchestrés par l'Esprit. Il conclut en soulignant que la fonction générative et spirituelle de l'hostie réside dans la mémoire et non dans la substance matérielle. Le texte discute de l'évolution de l'humanité et de la place de la mémoire, de l'esprit et des rituels dans cette évolution. L'auteur note que les rituels, présents dans de nombreuses sociétés occultes et ésotériques, ont pour fonction de créer de la cohésion sociale, mais souligne également qu'il est important d'avoir une compréhension profonde de ces rituels pour éviter de tomber dans la confusion. Selon lui, consiste à amener de la clarté tout en respectant ceux qui ont encore besoin de rituels et de croyances plus traditionnelles. L'esprit, quant à lui, cherche à donner une perspective cosmique sur les événements temporels, sans se soucier de l'ego ou de la philosophie personnelle. Enfin, le texte évoque une hypothétique rencontre avec des extraterrestres qui donnerait un objet technique à utiliser en mémoire d'eux, soulignant ainsi la distinction entre la mémoire et la technique. Dans l'évolution de l'esprit humain. Selon le dialogue entre BDM et Hergé, il est suggéré qu'un être en dehors du temps et de la matière peut accéder à une idée ou à l'esprit d'une personne lorsqu'elle utilise un talkie-walkie qui lui a été laissé comme clé de contact. BDM affirme que l'esprit ne possède pas d'idée en lui-même. Hergé explique que l'esprit est pur et se situe en dehors du temps et de l'espace, et que le rituel qui utilise le talkie-walkie n'est nécessaire que pour les êtres matériels. Comme nous. Le talkie-walkie fonctionnera indéfiniment pour rester en contact avec l'esprit. BDM ajoute qu'il est nécessaire d'en avoir la volonté pour établir le contact. Si l'homme est dans son esprit, et que quelqu'un, par exemple un extraterrestre, tente de communiquer avec lui en utilisant un gadget similaire, l'homme pourra comprendre clairement le message s'il est également dans son esprit.